Bien, dans la dernière vidéo, je vous ai un petit peu expliqué le problème. Nous avons deux théories en sciences. L'une de la relativité générale qui dit qu'il existe un éther, qui est une chose unique, qui est dotée de propriétés physiques, dont de l'énergie, et l'autre, la physique quantique, qui nous dit qu'il existe un vide qui lui est lui-même soumis à des relations d'indétermination dites de Heisenberg, où il y a aussi de l'énergie du vide. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces deux théories sont compatibles l'une avec l'autre, ou si vous préférez, est-ce que l'éther coïncide avec la notion de vide quantique? Alors, je vais maintenant passer sur le terrain quantique. La théorie de la relativité générale nous renseigne sur ce qui se passe à l'échelle de l'univers. Elle a donné naissance à ce qu'on appelle la cosmologie, c'est-à-dire le fait que l'univers est né à un certain moment, il y a 15 milliards d'années, et là encore, on voit un petit peu l'ambiguïté d'Einstein, qui au début dit non, l'éther est statique, enfin l'univers est statique, et a toujours été, et puis un petit peu plus tard, il dit ah non, je me suis trompé, en fait il y a un Big Bang, il y a une constante cosmologique. Donc on voit que c'est jamais bien clair, et que à chaque fois la science progresse. Pour la physique quantique, la figure qui est... Enfin, il y a deux figures qui émergent. C'est la figure de Max Planck et de Niels Bohr. Max Planck va formaliser la loi du corps noir, il va trouver l'équation qui permet de décrire cette propriété de la matière d'émettre de la lumière quand on la chauffe. Et, j'insiste bien là-dessus, il ne va pas faire une théorie, il va deviner l'équation. C'est-à-dire qu'il va faire... Et puis il va deviner une équation. Et ça va être très embêté, parce qu'en science, ça ne se fait pas. On ne peut pas deviner les choses, il faut faire une théorie. Max Planck ne peut pas. Il voit la loi du corps noir, il sait qu'elle n'est pas correcte d'après la théorie de Maxwell, donc il devine la forme qu'il faut qu'elle ait pour rendre compte de l'expérience. Et ça va être le rôle d'autres scientifiques de se dire, bon, ben, Max Planck a joué devinette, c'est bien, mais maintenant il va falloir faire de la théorie. D'où la naissance en 1930 du formalisme de la mécanique quantique. Alors, il n'en reste pas moins que Max Planck a été, de par son intuition géniale, a été l'initiateur, donc il a laissé d'autres que lui formaliser cette théorie quantique, mais vers la fin de sa vie, il s'est quand même posé des questions, et je pense que ça vaut le coup de regarder ce qu'il écrit, par exemple, dans les années 1930, à une époque qui est en fait difficile en Allemagne, parce que Max Planck est allemand, je vous rappelle que dans les années 30, c'est la montée du fascisme et du nazisme. Il y a beaucoup de scientifiques qui doivent prendre position, en particulier Einstein. Ben, il va vite partir aux États-Unis, parce qu'il est juif, et donc il sait qu'il ne va pas rester en Allemagne. Max Planck a cette chance, c'est qu'il n'est pas juif, et donc il va pouvoir rester. Voilà. Voilà ce qu'il écrit, donc. Toute matière trouve son origine et son existence en raison d'une force unique. Nous devons supposer l'existence derrière cette force d'une conscience et d'un esprit intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. C'est quand même fort. C'est-à-dire quand vous rentrez dans la physique quantique, il y a quelque chose qui n'apparaît pas en relativité générale, mais en physique quantique c'est très clair, il y a derrière la notion de conscience. Vous ne pouvez pas éviter cette notion. Une autre phrase qui le voit, qui caractérise un petit peu sa vision des choses, je considère la conscience comme une chose fondamentale. Je considère la matière comme dérivante de la conscience. On ne peut aller au-delà de la conscience. Toutes les choses dont nous parlons, toutes les choses que nous considérons comme existantes, postulent qu'il y a de la conscience. Donc ça, c'est une autre façon de voir la théorie quantique. Bien sûr, c'est une théorie mathématique, qui nous permet de comprendre pourquoi les atomes et les noyaux atomiques sont stables, mais c'est aussi quelque chose qui autorise le phénomène de conscience, ou du moins qui est intimement lié à ça. Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on a un peu de mal à comprendre aujourd'hui, en 2021, c'est comment quelqu'un, là, vous voyez, il écrit ça le 25 janvier 1931, c'est-à-dire il y a presque 90 ans. Comment cette pensée de Max Planck est restée comme ça ignorée? Parce que
Aujourd'hui, les gens qui font de la physique quantique, ils évacuent complètement le problème de conscience. On s'intéresse aux équations mathématiques, et se poser la question du pourquoi de ces équations, et finalement, c'est une obscénité. On ne doit pas considérer ça. Et ça, on le doit à un autre père de la physique quantique, qui est Niels Bohr. Niels Bohr avait cette caractéristique, c'est qu'il faisait partie des pères de la physique quantique, c'est-à-dire de ceux qui ont initié, mais lui aussi, il a été incapable de justifier ses contributions. Par exemple, quand il fait le spectre, il explique le spectre d'atomes, d'émission de la lumière de l'atome d'hydrogène, c'est du bidouillage. Il bidouille quelque chose parce qu'il se connaît le résultat. Mais il n'a aucune théorie rationnelle pour expliquer pourquoi c'est comme ça. Alors, on le voit très bien ici dans sa façon de raisonner. Regardez par exemple son blason, parce que bon, il faisait partie de la noblesse suédoise. Qu'est-ce qu'on trouve au centre du blason? On trouve quelque chose qui est vraiment pas occidental. C'est le symbole du taoïsme, yin-yang. Et c'est un Suédois, c'est pas un Chinois ou un taoïste. Et d'ailleurs, quand on voit ce qu'il dit, toute chose que nous qualifions de réelle est faite de choses que nous ne pouvons pas considérer comme étant réelles. Rien n'existe tant qu'une mesure n'a pas été faite. Et ça, c'est la chose qui va, mais alors, révulser un Einstein, parce que Bohr, ils vont avoir des discussions à Copenhague, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de l'interprétation dite de Copenhague, de la mécanique quantique, parce que les discussions entre Bohr et Einstein qui ont été rapportées, Bohr dit à Einstein, mais c'est simple, tu vois la Lune, là, si tu fermes les yeux, elle n'existe plus. Et Einstein lui dit, non, c'est pas possible, la Lune, elle existe, même si je ne la regarde pas. Et Bohr dit, non, 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 non. Du moment que tu n'observes pas, que tu ne fais pas de mesure, rien n'existe. Voilà, donc, il faut savoir que la mécanique quantique est née dans ces discussions, et ce qui a fasciné Bohr, donc, c'est cette notion de complémentarité, c'est-à-dire qu'il y a toujours un aspect et son complémentaire. C'était la dualité onde-corpuscule. Si je veux parler de la nature, bien sûr, j'ai l'aspect onde, mais j'ai aussi l'aspect particule. Et les deux sont complémentaires. J'ai besoin des deux pour parler de la réalité physique. Alors, l'autre chose qu'on peut dire, c'est que tous ces gens-là, que ce soit Einstein, Planck ou Bohr, ce sont finalement des gamins. Ne croyez pas que les scientifiques sont des gens sérieux. Vous en voyez par exemple un exemple ici, c'est le même, c'est Niels Bohr un petit peu plus tard. Là, vous avez un autre dieu de la physique qui s'appelle Wolfgang Pauli. Et regardez ce qu'ils font. Ils ont pris un petit objet qui s'appelle une toupie tip-top, ils la font tourner, et puis cette toupie a la propriété, quand vous la faites tourner, de se redresser. C'est-à-dire qu'elle se remet droite sur un axe, ce qui est complètement contre-intuitif. Et là, voilà, deux grands physiciens qui, en fait, jouent à la toupie. Et c'est quand même bon de savoir que les scientifiques sont comme ça, ils peuvent des fois s'émerveiller d'un simple jouet d'enfant qui, de par son existence, soulève des problèmes extrêmement profonds de la physique. Alors là aussi, il ne faut pas croire que la physique quantique, c'est quelque chose que vous abordez, que vous pouvez aborder sans risque. On le voit bien, Max Planck, il a été obligé de dire, oui, finalement, c'est l'esprit qui crée la matière. Il faut le faire quand même, dans une société qui est matérialiste, de décrire ça. Et le monsieur que vous voyez là, donc, qui est Wolfgang Pauli, c'est le même ici, il aimait signer ses lettres « La colère de Dieu », pour vous montrer un peu le niveau d'estime qu'il avait lui-même. Pauli était considéré comme celui qui permettait de trancher définitivement des problèmes. Et c'était en fait le représentant de Dieu sur Terre. Et dès qu'il se mettait en colère, tous les physiciens étaient terrorisés par Pauli. Et on regardait ce qui lui est arrivé. Et il a fait des rêves. Il a failli devenir fou. Parce que la physique quantique peut vous rendre fou. C'est ce qui est arrivé à Pauli. Et pour sortir de sa folie, il a été obligé d'aller voir un psychiatre. Ce psychiatre s'appelait Carl Gustav Jung. Et c'est grâce au contact entre les rêves de folie qui étaient... Pauli ne comprenait pas pourquoi il faisait des rêves alchimiques.
il voyait ça, il ne comprenait pas, parce que lui, c'était un physicien. Et c'est en allant voir faire une psychanalyse avec Carl Gustav Jung qu'il va comprendre, qu'il rêve en fait, que Jung va mettre au point son notion d'inconscient collectif. C'est-à-dire que Pauli, de par son action en physique quantique, il était allé tellement loin dans la théorie qu'il avait cette capacité de se connecter à quelque chose de plus grand que lui, qui lui envoyait des images dans ses rêves, qui étaient des images alchimiques, que Jung retrouvait dans toutes les cultures, qu'elles soient occidentales ou orientales. Là, il suffit d'aller voir toute l'œuvre de Jung, et d'ailleurs, il y a un livre, ils ont coécrit un livre, que vous pouvez lire, où Jung raconte toute la psychanalyse d'un physicien théoricien, spécialiste de physique quantique, qui est Wolfgang Pauli. Voilà, donc, la physique quantique, quand vous mettez le pied dedans, c'est quelque chose qui est quand même, qui vous entraîne vers des considérations qui sont très proches de la philosophie. Sachez-le, c'est pas qu'il ne faut pas y aller, mais vous ne pouvez pas rentrer dans la physique quantique en gardant votre carcan matérialiste. Vous allez vous poser des questions. Tous ces grands scientifiques se sont posés des questions sur ce qu'était la réalité, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qui vibre, et on verra donc dans une prochaine vidéo un petit peu ce qui s'est passé après que Planck, Bohr ait initié la physique quantique et que ça va être repris et formalisé par des personnes un petit peu plus jeunes qui vont développer une théorie cohérente qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs et en université.